on va faire l'interview en français. D'accord. Nous avons avec nous Laurine et Rafine. Ça rime. Oui. C'est pour ça que tu as eu ce nom, Laurine, Rafine. Non, je pense pas. C'est INE à la fin. Oui. Moi aussi, je suis INE, Aline. OK. So, Laurine est ici en étudiante ou tu as fini tes études? J'ai fini ici, oui. Tu as fini tes études et donc tu repars en France. Tout à fait. OK. C'est super. Et donc, en France, comment est-ce que tu vas te préparer alors que les coachs sont aux États-Unis? Alors, Pour le bar. France. Donc, en France, déjà, je suis avocat. Oui. Donc, avec mon cabinet. Donc, la question va être la gestion du temps entre le travail et les études. Voilà. Puisque j'envisage de passer le barreau de Californie. Et donc, la préparation se fait par des compagnies privées qui proposent des préparations en ligne. Ah, en ligne. Et qui sont voilà. Tu n'as pas besoin d'être ici en personne. Non. Okay. J'ai seulement besoin d'être ici en personne pour passer l'examen. OK. Donc, ça reste tout à fait donc raisonnable. c'est faisable. C'est faisable. Oh, OK. Je croyais que tu devais avoir un live coach. Non. Ça reste tout en ligne. Et tu peux parler à quelqu'un en ligne? Tu peux parler à quelqu'un en ligne. Oui. Si tu es stuck quelque part. Tu peux effectivement, et c'est tout l'intérêt de la préparation privée, c'est que si tu es coincé quelque part et que tu as besoin de poser une question, tu peux justement demander à quelqu'un qui a la spécialité pour pouvoir y répondre. OK. Et donc, toi, bien sûr, tu espères passer malgré que le taux de réussite est très bas, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que le taux de réussite est aussi bas en France? Il est très bas. Il est très bas? Il est très bas. Donc, d'une manière générale, le barreau français est extrêmement bas aussi. Ah bon? Oui. Le taux de réussite au barreau français est extrêmement bas aussi. Est-ce que tu sais pourquoi le taux est très bas? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent éliminer le maximum possible de gens? Oui, très clairement, je pense qu'ils veulent sélectionner les meilleurs. Oui. Bon. Tout à fait, oui. D'abord, parce que tu vas faire 5 études et arriver au finish line, on te sac. C'est pas gentil, ça? Oui, alors, quand tu as fait 5 ans d'études, tu n'es pas obligé de faire avocat. Tu peux faire un autre métier aussi. Ah bon. Voilà, donc tu n'es pas sans rien. D'accord, ça va te servir à quelque chose. Ça va quand même servir, voilà. Ouais. Après, la question, c'est est-ce que tu veux vraiment faire ce métier ou pas? Et surtout, tu n'as que 3 chances dans ta vie pour passer l'examen. 3 fois? 3 fois. Et donc, après ça, tu dois choisir un métier related, peut-être? Oui, tu peux être juriste en entreprise. Il y a beaucoup d'avocats qui ne restent pas au barreau, qui en fait sont avocats au sein d'entreprises, donc qui travaillent en tant que juristes. Et qui sont très heureux comme ça. Ah bon, donc, d'accord. Ça ne veut rien dire. Ah bon, ils peuvent pratiquer dans une corporation? Tout à fait. Ah bon. Et quelle est la différence entre un juriste et un avocat? C'est le barreau, c'est le diplôme. C'est le diplôme, voilà. Tout simplement. Oui. Et le juriste a autant de connaissances? Alors, il peut. Il peut avoir autant de connaissances, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas autant. Ouais. Et la seule chose, c'est qu'il n'a pas réussi l'examen compétitif du barreau. OK. Ou peut-être qu'il n'était pas assez rapide pour prendre l'examen. Parce que c'est un examen chronométré. Comme tout examen, il est chronométré. Et il est combien d'heures? Alors, 3 heures, je crois, ou 6 heures. Ça dépend des matières. Tu as plusieurs matières à passer. Tu as une première matière qui est une note de synthèse qui dure... alors, je vais te parler, l'examen français, le barreau français est en 2 étapes. Ah. La première étape, c'est pour entrer dans l'école d'avocat. Et la deuxième étape est pour en sortir. Ah. Donc, le plus sélectif est pour rentrer en école d'avocat. Pour rentrer en école d'avocat, c'est vraiment un examen fondé sur la connaissance. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment comment est-ce que tu raisonnes. Donc, la première étape, c'est de passer ce qu'on appelle une note de synthèse. Et donc là, tu disposes de 5 heures pour lire un dossier qui fera environ 100 pages et pour le synthétiser. La deuxième étape consiste à avoir une épreuve de droit des obligations. Connaissance des droits, des lois. Alors, oui, on peut dire ça comme ça, mais civile. Avec de la procédure civile aussi, puisque en tant qu'avocat, on a tous attrait à un moment ou à un autre à plaider en juridiction, et donc au moins à comprendre comment est-ce que ça va marcher devant une juridiction, donc une matière de procédure également, et une matière de spécialité qu'on choisit parmi différentes spécialités proposées. Et tu peux choisir par exemple du droit commercial, tu peux choisir du droit de la famille, du droit fiscal si je ne me trompe pas, et si les choses n'ont pas changé depuis que moi j'ai passé l'examen aussi. Ok,
comme tu n'as pas encore passé le bar américain, je ne peux pas te demander si l'un est plus facile que l'autre. Mais les deux, Non. c'est très compétitif. Les deux sont très compétitifs. Si tu veux que j'essaye de répondre à ta question, ce que je peux dire au moins par rapport à mon expérience avec l'université de Berkeley et par rapport à mon expérience avec la faculté française, ce que je peux dire, c'est que les États-Unis sont plus enclins à utiliser les QCM, les questions à choix multiples. Ah bon? Alors, ça peut être aussi... On peut penser que c'est plus facile, ça l'est pas forcément. Il faut être vraiment... Voilà, il faut vraiment bien savoir. Comprendre la subtilité de la question et des réponses qui sont apportées. Par contre, de mon point de vue, les facultés françaises favorisent largement tout ce qui est essai et donc raisonnement juridique. Beaucoup plus décrit. Beaucoup plus décrit. Et de mon point de vue, c'est quand même... ça reste quand même plus compliqué parce que là, tu n'as pas une réponse à cocher. Il faut que tu saches quand même un minimum réfléchir. Et là, je pense aussi que c'est quand même sur un examen, c'est quand même un choix de sélection qui est quand même assez intéressant parce que ça permet de voir les capacités de réflexion, vraiment. Donc, tu as dit qu'il faut avoir une certaine logique. Est-ce que tu as fait, par exemple, des cours de software ou où tu apprends la logique, ou bien c'est pas nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est la logique avec le droit et ça vient au fil des années d'études. Ah bon, c'est quelque chose que tu développes. Oui, en comprenant. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as choisi cette profession parce que tu as un père ou une mère qui est avocat? Pas du tout. Pas du tout? Aucune personne n'est avocat, non. Dans la famille? Non. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Je crois que j'ai bien aimé le droit, en fait. J'ai bien aimé. Mais comment tu peux aimer si tu l'as jamais été exposé? C'est une très bonne question et c'était quelque chose que j'avais voulu faire parce que j'ai toujours aimé aider les gens d'une façon générale et j'ai toujours aimé la justice. Et puis donc j'ai choisi de m'inscrire en fac de droit pour cette raison. Et puis c'est trouvé que la fac de droit m'a bien convenu, donc j'avais fait le bon choix. Ah ouais. J'ai lu quelque chose à propos du mot justice. Est-ce qu'il y a vraiment de la justice dans la justice? Est-ce que tu penses qu'il y a de la justice? Je pense qu'il faut déjà commencer par considérer la définition du mot justice. Oui, enfin la justice, c'est que quelqu'un a été compensé ou puni. C'est une conciliation d'intérêts. Une conciliation. Pour moi, c'est une conciliation d'intérêts qui sont antagonistes à la base. Donc, il faut que les deux parties soient d'accord? C'est mieux. Oui. C'est ce qu'on se disait, c'est quand même beaucoup mieux, plutôt que d'aller devant un juge et de demander à une tierce personne de définir le curseur de la conciliation. Et puis le juge, en général, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il sait, mais c'est quand même... C'est-à-dire qu'il ne sait pas tous les détails, il va faire le mieux possible. Tout à fait. D'accord, donc il vaut mieux que ce soit l'avocat qui sait tout, qui décide. Et puis surtout d'aider les parties à accepter, en fait, d'arriver à une négociation. C'est mieux. Oui, c'est mieux. D'accord. Et tu dis que la négociation, c'est entre les deux avocats. Oui. Mais est-ce que dans cette conversation, est-ce que les parties ont le droit d'être dans la discussion? Non, dans le dialogue? La négociation entre avocats, elle reste une négociation entre avocats. Par contre, chaque avocat réfère à son client la teneur de la conversation de façon à ce que le client puisse prendre position sur les éventuelles propositions. Donc, c'est pas four-way call. Non, il faut absolument que tout le monde soit informé de ce qui se passe. D'accord. C'est quand même le but, c'est un minimum. Tu parles à ton client, l'avocat opposé parle à son client. Exactement. Et on revient, les deux avocats, pour essayer de trouver une solution selon les perspectives de chaque client. D'accord. Est-ce que tu influences ton client à accepter quelque chose? Non, j'influence pas, je conseille. Ah, ok. Mais tu leur dis, il vaut mieux pas que tu fasses ci ou ça. Ça, c'est mon rôle. Ça, c'est ton rôle. Ça, c'est mon rôle. Tu conseilles le client. De conseiller en disant, je pense que ça, c'est dans votre meilleur intérêt. Après, libre à vous. De décider si vous acceptez. Si vous voulez y aller ou si vous voulez faire différemment. Mais bien sûr, ça, c'est mon rôle. Ah, d'accord. Et les gens choisissent un avocat, en général parce qu'ils ont eu beaucoup de succès avant, mais toi, tu viens de commencer. Mm-hmm. Comment peuvent-ils voir si tu vas performer pour eux? Tu sais, je pense que même un avocat qui a 30 ans d'expérience, tu ne sauras jamais si tu n'as aucune garantie de résultat. Ah bon? Non.
Tu n'as aucune garantie de résultat, tu ne sais pas exactement comment le cas va tourner. Donc je pense que ce qui est le plus important, c'est la relation qu'a le client avec son avocat. Okay. Donc ça doit être la confiance et ça doit être un minimum d'écoute de la part de l'avocat pour vraiment comprendre les enjeux du client face à lui. Mais je pense pas... Alors l'expérience, bien sûr, c'est très important, mais je pense qu'au-delà de l'expérience, c'est vraiment la relation entre le client et l'avocat. Ok. Donc, un avocat va voir ton nom sur LinkedIn, il t'appelle parce que tu es mignonne et tout ça. Mais la deuxième question va être, bon, tu es très mignonne et tout, mais est-ce que tu vas pouvoir obtenir ce que je veux? Comment tu vas lui prouver que tu as des preuves, que tu l'as déjà fait? Alors, la première chose, je suis ravie si jamais j'ai un client qui vient parce que je suis jolie, mais j'ose espérer qu'il ne me le dira jamais. Ouais, parce que ce serait absolument inapproprié. Ou bien il va venir te présenter une bague ou quelque chose. Okay, non, j'ose espérer que non. À ce moment-là, je ne prendrai pas ce client. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, nos décisions sont publiées. Donc, on peut voir sur Internet à peu près si tu as eu un résultat avant. Si on a eu des bons résultats ou non. Ou si tu as des références. Ou si on a des références. Bon, après, je pense aussi qu'on a des moyens pour se faire connaître différents. On a des publications qui sont... On peut publier sur Internet. Ah oui, tu peux leur donner. Ce que moi je fais et ce qui permet aussi de voir s'ils veulent te choisir. Est en phase avec ce qu'on dit ou s'il ne l'est pas. Tout à fait. D'accord. Est-ce que, j'ai pas tout lu sur LinkedIn, est-ce que tu as des références ou pas encore? Bien sûr. Après, ce que je peux dire, c'est comme référence, si tu mentionnes les personnes qui peuvent te dire quelles compétences... Elle est bon, c'est bon. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, je pense que les meilleures références sont toujours les clients qui reviennent. Ah, d'accord. Mais s'ils reviennent, tu leur demandes de te mettre une référence que tu as gagné leur cas? Non. Tu n'es pas obligé de leur demander? Non, je ne demande pas ce genre de choses parce que les clients ont aussi le droit à la confidentialité. Ah, c'est ça, la confidentialité, j'ai oublié. Oui, non, surtout pas. C'est vrai, ça c'est un très bon point. Donc, ils viennent te voir, mais c'est tout à fait confidentiel. C'est confidentiel, tout à fait. Tu ne peux pas divulguer leur dossier. Ah non, jamais. Ni leur nom. C'est pour ça que les avocats ne peuvent pas mettre qu'ils ont gagné un cas. Non, jamais. Jamais. Ça, je n'ai pas pensé. Donc, c'est pour ça que les avocats sur LinkedIn ne mettent pas « j'ai gagné ce cas » ou « j'ai... » Non. Oui, je pense, effectivement. Ce serait très inapproprié, oui, effectivement. D'accord. Mais tu peux quand même dire « je gagne beaucoup de cas ». Toi-même, tu le dis, pas le client. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Après, je pense que c'est peut-être... Ça me semble... Non, mais parce que je vois des pubs sur l'Examineur. Il y a un type qui dit « je gagne beaucoup de cas ». Tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de le dire. Après, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, la conception du métier de la publicité et de la commercialité est complètement différente que celle que nous avons en France. Ah bon? Tu vois, par exemple, moi, ce genre d'affiche me choque. Parce que je trouve que c'est assez inapproprié, oui. Parce qu'il dit « j'ai gagné tant de... » J'ai gagné tant de... Bah, c'est lui qui le dit. Ah. Moi, je préfère que ce soit un tiers qui le dise. Ouais, mais il est anonyme. Bah ouais, mais au moins, c'est clair. Oui. Alors, tu fais de la pub en France? Tu peux pas faire de pub comme ça. Donc non, je fais pas ce genre de pub. Non. Tu peux être dans les réseaux sociaux. Tu peux être dans les réseaux sociaux et tu peux publier des articles juridiques. Et ça me semble être le meilleur moyen de te faire connaître. De se faire connaître et au mieux parce que tu publies un contenu qui est déjà... qui a de la valeur. Qui a de la valeur, exactement. Donc, pour être avocat en France, il faut 5 ans, c'est ça? Alors, il faut 5 ans d'études en droit, 4 ans, mais tout le monde en fait 5. Parce qu'en fait, tu peux le passer au bout de 4 ans d'études, donc un Master 1, mais tout le monde, là, on passe le barreau avec un Master 2. D'accord, donc tu as fait 5 ans après le bac. Donc, j'ai fait 5 ans après le bac, et ensuite, tu as le temps de préparation au barreau, et puis tu as l'école d'avocat qui dure 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est 7 ans. Donc, c'est 7 ans. Et ici, c'est la même chose? Oui. Mais ici, par contre, c'est 3 ans après... Après la fac. Où tu peux ne pas étudier du droit pendant 4 ans. Ah, d'accord. Les 4 premières années de fac. Donc, c'est un système totalement différent. C'est différent. Oh, ouais. Est-ce que la première année en France, tu as étudié le droit? Oui. Ah bon? La première année? Oui. Malgré que tu ne savais pas très bien écrire. C'est-à-dire, là, ici, la première année, ils apprennent l'anglais, de bien écrire, tout ça. Donc, là, en France, ce n'est pas nécessaire d'apprendre de bien écrire et tout ça.
Qu'est-ce que tu veux dire par apprendre à bien écrire? L'anglais, C'est-à-dire, ils prennent des cours d'anglais. Juridique? Non. Tu as ton bac et après, tu rentres au collège et tu prends des cours d'anglais supérieur. C'est-à-dire où tu apprends beaucoup plus de vocabulaire, tu apprends à rédiger, tout ça. Ça, c'est pas demandé en France. Non, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on finit par acquérir au baccalauréat, en principe. D'accord. Donc non, quand on arrive à la fac de droit, ce qui est le plus challenging, c'est les termes juridiques, qui eux, ne sont absolument pas naturels quand on ne connaît pas le domaine. Donc il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre. De vocabulaire à apprendre et beaucoup de structure, de comment structurer la pensée juridique. Oui, tout à fait. De logique, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est ce que tu apprends en première année, deuxième année, troisième année. Oui. Surtout en première année, oui. D'accord. Et quelle école où tu es allée en France? Alors, j'étais à Aix-Marseille, et puis ensuite j'étais à la Sorbonne, et ensuite j'ai fait un Master 2 à Créteil, à l'UPEC. Ça, c'est au nord? Non, c'est au sud. Ah bon? Ouais. Et ensuite, tu as passé le barreau. J'ai passé le barreau, et ensuite j'étais à l'école du barreau de Versailles. Ah bon? Que je remercie d'ailleurs bien tendrement. Ouais. Ils étaient gentils? Ils étaient surtout très efficaces. Ah bon? Ouais, une école très performante. Donc tu es contente d'être allée là-bas? Donc je suis contente d'être allée là-bas. Et ensuite me voilà à Berkeley. Et tu choisis où tu passes le barreau en France? Tu peux choisir ton IEJ, effectivement. Malgré et tu peux choisir. Tu peux choisir quand même. Tu peux choisir, effectivement, oui. C'est-à-dire, si tu habites au sud, tu peux passer ton barreau à Paris? Oui, tu peux. Tu peux? Tu peux, oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça te donne un choix. Par exemple, si tu entends parler qu'un endroit est meilleur qu'un autre, tu as le choix. Tu peux choisir, oui. Ah, ben ça c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est toi qui as choisi Versailles alors? J'ai choisi un IEJ qui était... Alors l'IEJ, c'est l'Institut d'études juridiques, c'est la faculté qui te prépare à passer l'examen. Donc moi, j'ai choisi un IEJ où je savais que la préparation était bonne. Ah bon? Voilà. Donc du coup, j'étais très contente de la préparation. Donc tu as passé combien de temps à Versailles? Un an? Oui. Oui. C'est beau, tu es autour de beaux jardins et tout ça? C'était pas la fac de Versailles même, mais l'école d'avocat était à Versailles. Ah ouais, sympa. Et c'était très sympa. Ouais, c'était très beau. D'accord. De toute façon, en ce moment, tu pratiques à Paris? Oui. Donc, Paris ou Californie, du point de vue environnement, pas la loi. Oui. Tu aimes la Californie parce que c'est chaud et il fait beau, ou pour une autre raison? Alors, j'aime la Californie, c'est sûr. Bon, alors, parce qu'il fait beau et parce qu'il fait chaud, malheureusement, je pense que dans la baie de San Francisco, c'est pas le meilleur endroit où il fait beau et chaud. Ouais. Non, c'est surtout la dynamique de la Californie qui m'intéresse. C'est la Silicon Valley, c'est tu vois, la dynamique entrepreneuriale. Et très forte. Très forte. La dynamique innovante de tout ce qui est innovation. Et les venture capitalistes, il y en a beaucoup plus. Et je trouve que le système fonctionne bien et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de ce système, effectivement. C'est ça qui m'intéresse ici. Ça t'intéresse, les IPO et tout ça? Les nouvelles compagnies qui se lancent? Les IPO, c'est très intéressant, mais je pense qu'avant d'arriver à une IPO, il y a plusieurs étapes. Il se passe au moins 10 ans. Oui, il y a plusieurs étapes. Voilà. Et toi, tu les aides à travers ces 10 étapes? Moi, je les aide à travers ces étapes de la conception au... Voilà. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir aider ces compagnies-là du début. Parce que c'est là qu'elles ont besoin d'un avocat. Oui, parce qu'ils te consultent, ils disent qu'on peut faire ci ou ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait les 2 certificats de spécialisation à l'université de Berkeley en droit des affaires internationales et en droit et technologie, en propriété intellectuelle. C'est vrai, tu peux démarrer une compagnie à Paris, mais si tu veux des capitaux, il vaut mieux que tu viennes ici. Tu as des capitaux à Paris, la question c'est, c'est toujours la même question. Combien tu veux? Et quelle clientèle est-ce que tu cibles? Si tu cibles une clientèle qui est majoritairement européenne, tu n'as peut-être pas tout intérêt à venir aux États-Unis. Mais si tu cibles une clientèle qui est un petit peu plus américaine ou internationale, il y a peut-être un intérêt à venir aux États-Unis. Mais en général, les IPO, c'est international. Tu ne vas pas te localiser à Paris si tu vas faire un IPO. Moi, là, ce dont je te parle, c'est des compagnies qui sont au tout début.
de leur vie. Donc, c'est pas les IPO. Là, les IPO, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Ils peuvent se développer pour devenir internationaux. C'est avant. On n'est pas obligé de faire des IPO pour être internationaux. Non. Non. On n'est pas obligé d'être des sociétés ouvertes sur un marché international, coté en bourse. Ah, d'accord. On n'est pas obligé d'être coté en bourse pour être une entreprise internationale. On peut aussi avoir des actionnaires qui sont complètement privés et qui s'échangent des actions privées. J'ai lu que le CEO de Louis Vuitton est maintenant a battu Bill Gates pour être le plus riche homme du monde. Ah oui. C'est-à-dire parce qu'il fait les produits de luxe. Tout à fait, oui. Et il l'a battu parce qu'il est plus riche maintenant que Bill Gates. Ah. Donc il peut être juste en France, malgré qu'il vende partout dans le monde, et quand même être très riche. Enfin, je lui souhaite. Non, Amine, je veux dire qu'il a fait son IPO probablement en France, je sais pas. Je saurais pas te dire. J'ai jamais travaillé sur ce cas-là, donc je ne saurais absolument pas te dire à 100% comment. Peut-être qu'il est toujours privé d'ailleurs. Peut-être qu'il est toujours privé. Peut-être qu'il est aussi toujours privé. Je peux pas te dire. À mon avis, non. À mon avis, il l'est pas. Mais je peux pas te dire pour sûr. Mais j'étais très choquée de voir qu'un Français a battu un homme très riche d'Américain. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est bien qu'on a quand même des cas de Français qui ont bien réussi dans le domaine du luxe et tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je crois que tu nous as très bien expliqué les deux systèmes. Merci. Bien sûr, j'espère que tu vas réussir le barreau. Merci beaucoup, merci. Et que tu reviendras nous l'annoncer ou... je me le souhaite aussi. Et puis pour notre cabinet, ce sera absolument extraordinaire. Bien. Oui, tout à fait. Tu pourras accepter donc des clients américains, c'est ça? Je peux déjà accepter des clients américains. La question, c'est quel est le service que je peux leur fournir. D'accord. Voilà, et ce que moi j'aimerais, c'est être en mesure de leur fournir le service le plus complet possible. D'accord. Voilà. Mais il y a quelque chose que tu as appris à Berkeley que tu n'as pas appris en France? Le droit américain, très clairment. C'est différent. Qui est différent, oui. C'est différent. Qui est différent et leur vision qui est complètement différente. Tout à fait. Ah, donc ça vaut le coup d'être venu. Ça vaut vraiment le coup, oui. D'accord. Non, ça vaut vraiment tu aimes le le coup. système américain? J'aime les deux systèmes. Tu aimes? J'aime les deux systèmes et je pense que les deux systèmes sont complémentaires. D'accord. Merci mille fois. Merci. Ça a été un plaisir de t'interviewer et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi. Merci. Je ne sais même pas comment arrêter maintenant. Ok.